bon sens. Mais tant qu'on ne s'attaquera pas au offshore, au trust, au retrait en espèces, vous savez qu'on parle de 600 000 € en espèces, comment peut-on disposer aujourd'hui de 600 000 €? Ok, je vais acheter quelqu'un, je lui verse 600 000 €. Et comment je fais? Il faut bien que j'aille chercher l'argent quelque part, qu'il y ait un pays complaisant, il n'y a pas de traque-fin, il n'y a aucun contrôle. Vous vous rendez compte, 600 000 €, la somme que ça représente. C'est quoi? C'est des coupures de 500 €, de 200, d'où vient l'argent? Donc ça prouve bien qu'il y a forcément un mécanisme qui montre qu'on est passé par un paradis fiscal ou un pays qui ne respecte pas les règles. Voilà. J'espère que l'enquête de mon collègue belge aboutira. Oui, c'est un outil juridique, la présomption de blanchiment, qui est très utile, parce que quand vous avez quelqu'un qui se présente, quelqu'un qui se présentait dans mon bureau, je lui disais, monsieur, vous avez 10 millions dans des offshore, d'où vient l'argent? Ah ben, je ne vous dirai pas. Bon, comment je vais le prouver, moi? Il va falloir des années. Alors qu'avec la présomption, c'est lui qui doit apporter la preuve. Je peux pas lui dire, monsieur, vous avez 10 millions, c'est de l'argent caché, ça correspond à la présomption de blanchiment. Donc le délit est présumé, je n'ai pas apporté la preuve du délit d'origine. Alors monsieur, d'où vient l'argent? Alors là, il va falloir qu'il apporte la preuve. Donc ça modifie complètement les choses. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cet argent qui est dans les offshore, on ne le sait pas, nous. Il n'y a pas de fichier central, il n'y a aucune transparence. Comment puis-je savoir si vous avez 10 millions à Dubaï? Comment je peux le savoir? Je ne peux pas le savoir. Vous aurez beau multiplier les enquêteurs, tout ce que vous voudrez. C'est un faux problème. Le problème, c'est comment avoir accès à des informations dans ces pays-là où il n'y a pas de registre centralisé et il n'y a pas de transparence. Voilà. Donc c'est toujours la difficulté. Et cette présomption, c'est le législateur qui l'a introduite il y a quelques années en France. Elle est peu utilisée, mais elle ouvre des portes parce qu'elle inverse la charge de la preuve. C'est plus à l'accusation de démontrer que l'argent provient d'un délit. Il va falloir qu'il y ait un ensemble d'éléments qui montrent que. Mais dès lors que ces éléments existent, que l'argent est caché dans des offshore, c'est flagrant, il y a la présomption de l'existence d'un délit. Il y a toujours, quand vous avez des offshore, des trusts, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que quelqu'un constitue un trust? Pourquoi quelqu'un va acheter une société panaméenne pour ouvrir des comptes aux îles Caïmans sans apparaître? C'est qu'il a quelque chose à se reprocher et à minima, il ne paye pas ses impôts ou il veut léguer des biens, ne pas payer le droit de succession, à minima. Hein, donc il y a toujours une volonté de fraude. Et ce que j'ai voulu dire, parce que je fais un constat, je ne suis pas un politique, moi je fais le constat, il est là, il est indiscutable. Alors je n'ai pas lu une ligne de contradiction suite à l'apparition du livre. Mais je fais ce constat en disant voilà la réalité, et j'en tire quelques conclusions, c'est-à-dire que tant que vous ne vous en prendrez pas au trust, aux fiduciaires, ces conseils qui font tous les montages possibles et imaginables de fraude ou d'évasion fiscale, la différence elle est très ténue, tant pourquoi on tolère des sociétés des Panaméennes ou des îles Caïmans qui en réalité sont des coquilles vides. Tant qu'on n'attaquera pas les outils, on n'y arrivera pas. Le chemin qu'a pris le CDE, le G7, le G20, etc., ils ont cru supprimer les paradis fiscaux, c'est de faire des listes de pays. Mais, excusez-moi, Panama Papers, Paradise Papers, Dubai Papers, la fête continue. C'est une vaste hypocrisie. Les États-Unis disent on est les champions de la lutte anticorruption, très bien, vous tolérez le Delaware, vous tolérez près de vos côtes les îles Caïmans, Panama, et vous ne faites rien. Non mais je rêve. Et vous savez, les anglo-saxons, alors je parle plus des Anglais et des places anglo-saxonnes, comme les îles anglo-normandes, Singapour, Chypre, Gibraltar, ils ont un droit anglo-saxon qui favorise les trusts, qui favorise le secret bancaire, etc. Et on a toujours eu, et j'ai
toujours eu cet écho de mes collègues suisses, par exemple, ou luxembourgeois. On a des difficultés à obtenir des renseignements de Londres parce qu'on a affaire à une police. On n'a pas affaire à des procureurs ou des magistrats qui ont plus de pouvoir. Donc il y a le SFO, très bien. Task Force, tout ce que vous voudrez. Ben, moi, oui, je vois les anglo-saxons, mais dans les dossiers concrètement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez sorti en Grande-Bretagne une seule affaire financière? Je voudrais bien qu'on me la cite. Si vous en connaissez une, dites-le moi, je vais enrichir ma culture. Hors corruption, vraiment financière. D'accord. Oui, mais bon, moi je compte aussi les détournements de fonds publics, les grandes fraudes fiscales, etc. Tout ce qui est délinquance en col blanc ou délinquance financière. On coopère beaucoup mieux, j'ai eu beaucoup plus de résultats avec les Suisses, Genève, hein, je ne parle pas de Zug, hein, Zurich moyen, mais Zug zéro, mais Genève, très bonne coopération. Le Luxembourg, ça coopère très bien. Par contre, quand on va dans les pays anglo-saxons ou de culture anglo-saxonne, il faut toujours que chaque virgule soit à sa place. Donc, ils coopèrent, mais au compte-gouttes. Il faut des années pour remonter des circuits. D'ailleurs, dans le dossier de la fraude carbone, rappelez-vous, qui date de 2008-2009, les fraudeurs sont à Hong Kong. Ils envoient tout l'argent à Hong Kong. Ils ne passent plus par la Suisse et Luxembourg qui commencent à signer les conventions, etc. et à les mettre en œuvre. Personnellement, on dirait, je suis un retraité, etc., j'ai plus d'imagination, mais je ne vois pas comment, dans des États de droit, dans nos démocraties, des États comme la France peuvent confisquer des avoirs d'oligarques sans démontrer que c'est de l'argent frauduleux. C'est pas parce que vous êtes milliardaire russe que vous commettez plus d'infractions que les milliardaires français ou américains. Qu'est-ce qui fait la différence? La nationalité russe? Je doute que ce critère suffise pour la Cour européenne des droits de l'homme. Ce que je pense fondamentalement, mais je peux me tromper, c'est que les avoirs sont gelés. Très bien. L'Europe fait une liste d'oligarques, la famille de Poutine, etc. Très bien. On gèle les avoirs. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, pareil. C'est dire quoi le gel? C'est quoi le gel? On gèle. On bloque une situation. Mais après, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? À mon sens, il n'y a que le juge qui peut ordonner la confiscation. C'est-à-dire que si Bercy ne va pas déposer plainte, et vous avez bien fait de le faire, de déposer plainte devant au parquet national financier, à mon sens, seul le juge peut confisquer. Au terme d'un processus qui est long, qui est compliqué, mais vous déposez plainte, le procureur va saisir un juge d'instruction, normalement, qui lui va ordonner la saisie des biens. La saisie égale gel. Je ne fais pas la différence entre la saisie du juge, qui est conservatoire, et le gel de Bercy, sauf que là, vous êtes quand même sur une base judiciaire. Attention, vous rentrez dans un droit, puisque le juge il est contrôlé, etc. Il doit appliquer la loi. Et au terme de son instruction, il va falloir que le juge démontre blanchiment, d'accord, mais blanchiment de quoi? Donc soit il fait jouer la présomption d'innocence, lapsus révélateur, la présomption de blanchiment, et on peut la jouer si c'est caché dans des offshore aux îles Caïmans, etc. Soit il fait la démonstration que l'argent il est détourné des caisses de l'État russe, qu'il y a de la corruption, mais il ne pourra pas le faire sans envoyer une commission rogatoire internationale en Russie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc ça sera forcément compliqué. C'est seulement au terme de ce processus-là qu'un tribunal, comme ça a été le cas dans les premiers dossiers de biens mal acquis, qu'un tribunal pourra, le cas échéant, ordonner la confiscation. Là, ça passe. Mais le gel simple par l'État, je ne vois pas comment la Cour européenne acceptera ça. Vous voyez, on verra. Alors, maintenant, s'ils sortent une loi, je veux bien. Comme vous dites, il faut qu'elle soit conforme à la Constitution. J'attends de voir. Et vous savez, c'est un vrai sujet parce qu'on parle des yachts, par exemple. Il faut savoir que quand on saisit un yacht, je crois qu'on en a saisi un à La Ciotat, il y a des frais. Ben oui.
c'est joli, mais qui paye l'équipage, qui paye l'entretien, etc. dans la première phase. Soit c'est l'oligarque s'il veut bien le faire, et s'il le fait, il va montrer d'où vient l'argent et risque, ou alors c'est l'État. Et si ça dure des années, ça peut coûter cher. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je ne vois pas comment Bercy peut arriver à confisquer à terme les biens sans passer par la case judiciaire. Et à mon sens, il vaut mieux y aller tout de suite, parce qu'il faudra des années au juge pour éventuellement faire la démonstration ou appliquer la présomption. Mais la présomption, il faut l'étayer, c'est une présomption simple, c'est pas pour ça, pas parce qu'il y a une présomption que le juge ne doit rien faire. Non, il faut quand même qu'il cherche les éléments qui montrent que l'argent il a été détourné, etc. Vous savez, vous avez beaucoup d'oligarques qui se sont enrichis au moment où Yeltsin a distribué les actions des Russes, ils les ont rachetées. C'est pas un vol, c'est pas un détournement. Après, ils se sont fait un beurre pas possible là-dessus, ils ont profité de la situation, ils ont tiré parti. Ok, on connaît aussi dans notre histoire des gens des banquiers qui se sont enrichis comme ça, presque sur des délits d'initiés ou autres, mais là, en l'occurrence, c'est quasiment improuvable. Donc voilà la difficulté qui va se poser.